Dans quasiment tous les shonen, on retrouve un antagoniste principal. Dernier objectif du protagoniste, celui-ci image l'aboutissement d'une histoire et donc se retrouve très logiquement au centre de celle-ci. On retrouve de la même manière ce concept dans la plupart de ces histoires, avec les antagonistes d'arc qui tiennent ce rôle mais à une plus petite échelle. Ces derniers sont donc très souvent le focus des auteurs, laissant malheureusement à l'arrière-plan les antagonistes secondaires. Et bien que certains réussissent assez facilement l'exercice, il y en a un qui est très certainement le meilleur dans la réalisation de celui-ci, et c'est Hirohiko Araki. Essayons alors aujourd'hui de comprendre ce qui fait des antagonistes mineurs de JoJo's Bizarre Adventure de si bons personnages. Premièrement, il est clair que définir ce qu'est un bon personnage n'est pas facile. Il n'existe pas de définition à proprement parler et d'un antagoniste à un autre ça peut varier. Il existe tout de même quelques arguments et éléments que nous utiliserons dans cette vidéo s'appliquant très bien à JoJo. Tout d'abord, la longueur d'une œuvre offre plus d'opportunités à un auteur de développer ses persos. Cependant, une histoire de courte durée peut tout aussi bien le faire, à l'image de Phantom Blood. Ne durant que quelques chapitres, la première partie de JoJo voit très vite son héros, Jonathan Joestar, atteindre son but. Araki tout de même arrive à placer sur le chemin de celui-ci des antagonistes marquants avec évidemment Bruford. Le mort-vivant n'a qu'une très courte apparition dans l'œuvre, mais une apparition impactante. En effet, au terme d'un petit combat, ce dernier fournit à Jonathan son arme qu'il utilisera pour affronter Dio, et c'est ça qui fait sa spécificité et celle de tant d'antagonistes mineurs de JoJo. Malgré leur courte apparition, ils influencent encore l'œuvre bien après. Un phénomène encore plus explicite avec le personnage de Ringo Rodegen. Obstacle sur la route de Johnny et Jairo, l'homme au-delà d'affronter les cowboys se verra leur donner une vraie leçon de vie. Des paroles qui peuvent nous sembler quelconques lorsqu'elles sont prononcées mais qui se révéleront influencer les mentalités de nos protagonistes bien des chapitres plus tard. De ce fait, bien qu'on ne le revoie plus après son apparition, le nom de Ringo résonne toujours dans l'œuvre et donc dans la tête des lecteurs, peut-être même eux aussi touchés par les mots de cet incroyable personnage. Cette idée d'impact sur le long terme, c'est quelque chose que l'on doit aussi à la structure de JoJo's Bizarre Adventure. Vous le savez, ce manga s'axe aujourd'hui en 9 parties, avec toutes des contextes et temporalités bien différentes. Ainsi, se déroulant sur des années et des années, JoJo peut réellement travailler sur cette notion d'influence, avec comme meilleur exemple évidemment Dio Brando, mais aussi d'autres personnages moins importants, comme son disciple Boingo. Dans la partie 3, Stardust Crusaders, Araki décide d'introduire dans son œuvre un pouvoir de divination avec le stand de l'enfant. Une capacité qui sera cependant ridiculisée de manière volontaire par l'auteur afin de permettre au protagoniste de passer cette épreuve. Mais alors qu'on pense avoir ici passé pour de bon un petit personnage mineur que l'on ne reverra pas, c'est 30 ans après dans l'histoire que celui-ci se retrouve au centre des discussions. Alors que le grand final de Stone Ocean se déroule, Enrico Pucci vient à bout de notre cher Jotaro d'une manière bien particulière qui s'avère être nulle autre qu'une des prédictions de Boingo. 3 parties plus tard, Araki très subtilement continue d'appuyer la présence de bien de ses personnages et ainsi de leur présence dans la mémoire des fans. Et cela c'est sans même parler de Diamond is Unbreakable. La partie 4 de JoJo voit la prédiction du disciple de Dio se réaliser une fois de plus sans réelles conséquences. Ajoutez à ça le spin-off de Josuke et All Horse qui voit le cowboy et Boingo influencer encore plus le monde de JoJo et approfondir les persos, et le rôle de ce petit gamin égyptien prend une tournure inattendue dans l'œuvre. Une autre idée tout aussi importante bien évidemment, c'est que même lors d'apparitions de courte durée, il est important d'offrir un minimum de profondeur aux personnages, et cela passe généralement par leur passé. Très souvent source de leur motivation, la vie des personnages antérieurs à l'histoire pose un contexte et donne des explications quant à la situation dans laquelle ils se trouvent. L'occasion pour l'auteur de créer des histoires émouvantes et touchantes pour le lecteur à l'image de Keiicho Nijimura, frère d'Okoyasu. Le détenteur de la flèche de stand semblait à son apparition simplement maléfique, mais en découvrant sa jeunesse aux côtés de son frère et surtout leur père maudit à vie par Dio, on apprend à apprécier un peu plus l'antagoniste puisqu'on le comprend mieux. Mais à l'inverse, dans un tout autre registre, on retrouve des gars comme Chocolata qui apparaissent comme des personnages vraiment dérangés et dont les flashbacks ne confirment que le dégoût que l'on peut exprimer à leur égard. Et même dans ce sens-là, ça fonctionne parce qu'on se souviendra bien longtemps de l'effet que nous a fait la vie de ce personnage.
Un point qui, comme je l'ai dit plus tôt, fonctionne quasiment tout le temps de pair avec les motivations de nos antagonistes. Tenant souvent leurs racines du vécu du personnage, les ambitions et volontés de celui-ci lui permettent de vraiment se différencier, d'autant plus lorsqu'il figure dans un groupe. Pour exemplariser cela, on peut utiliser les sbires de Dio. Lors du voyage de Jotaro et ses camarades, ceux-ci ont rencontré bien des manieurs de stand aux ordres du vampire. Cependant, bien que ceux-ci avaient tous le même but, ils avaient tous une raison différente d'obéir au maître du temps. Pour certains, c'était l'horreur d'avoir à faire face à celui-ci, pour d'autres le charisme ou encore leurs intérêts. Bref, de quoi isoler chaque personnage comme sa propre entité, au lieu de les considérer comme un simple groupe dépendant de l'antagoniste principal de la troisième partie. Sur un tout autre plan, JoJo's Bizarre Adventure c'est aussi un système de pouvoir iconique, et pour continuer d'appuyer l'identité de chacun de ses personnages mineurs, Araki leur a offert à chacun des stands plus fous les uns que les autres. S'inspirant parfois d'habilités populaires, les stands peuvent adapter tout et n'importe quoi en pouvoir. Ainsi, on voit apparaître des capacités se basant sur les paris, des créatures légendaires ou même encore Mickey Mouse, des créations débordant d'originalité, ne rendant jamais l'œuvre lassante et ouvrant le champ aux lecteurs de trouver leurs favoris parmi l'interminable liste de ceux-ci. Ce point fonctionne d'autant plus avec ceux dont l'utilisation en est ingénieuse. Avoir un pouvoir, c'est bien, savoir l'utiliser, c'est mieux, et c'est un phénomène que l'on voit bien tout au long de JoJo's Bizarre Adventure. Le premier très bon exemple de cela apparaît déjà dans la troisième partie avec les deux frères Darby. Que ce soit le grand ou le petit de la fratrie, les deux possèdent le pouvoir de voler l'âme de leur adversaire, sous condition que celui-ci se sente vaincu. Alors, au lieu de nous présenter un simple affrontement de force brute, Araki met en place pour le plus jeune une course sur un jeu vidéo et pour le plus vieux un iconique duel de poker. Une manière d'apporter une nouvelle vision d'un pouvoir que l'on connaît déjà et surtout de marquer les fans. Une ingéniosité qui se marque aussi dans les combats les plus classiques avec des stands tels que Man in the Mirror et son utilisation très ingénieuse de la part d'Illuso ou encore Jailhouse Lock amenant un affrontement et un dénouement très original et intéressant. Quelque chose d'autre auquel on ne pense pas forcément mais qui a plus que son importance, c'est la plastique des personnages. Un bon design, c'est la clé de la popularité d'un bon antagoniste et avec JoJo, je crois bien que l'on n'a jamais été déçu. Araki est un très grand fan d'art et notamment de mode. Les designs loufoques mais incroyablement stylés sont donc sa marque de fabrique. Faisant évoluer son style à chaque partie pour perfectionner ses dessins petit à petit, le mangaka parvient toujours à nous dégoter de nouveaux outfits pour ses personnages. Inspiré de modèles, d'artistes, d'acteurs et j'en passe, je n'ai même pas besoin de citer d'exemples pour vous illustrer l'aspect visuel de JoJo's Bizarre Adventure tellement il est incroyable. Et tous ces points, tous ces arguments qui font que ces antagonistes mineurs de JoJo sont de si bons persos, c'est dans le seul et unique but d'encore mieux mettre en avant les personnages principaux. Ces derniers ne sont pas que de simples obstacles sur la route des protagonistes, mais bien des entités à part dans l'œuvre qui mettent mieux en lumière l'intrigue principale. Et l'un, si ce n'est le meilleur d'entre eux pour illustrer le tout, c'est le chef de la squadra, Risotto Nero. Ce mec-là n'a eu qu'une très courte apparition dans l'œuvre, cependant celle-ci fut plus qu'impactante dans le déroulement de Golden Wind. Servant à l'image de son groupe d'adversaires principaux dans la chasse à Diavolo, ce dernier sera le tout premier à faire face à Doppio. Nous révélant que quelque chose d'étrange réside dans l'homme qui voit le futur, il va ensuite délivrer l'un des meilleurs combats de tout JoJo avant de succomber à l'attaque de Narancia. Un affrontement et une implication qui mettront en avant toute l'ingéniosité et la force de Doppio, sans trop en révéler et permettant des scènes de grande tension lors de ses prochaines apparitions. Avec une apparence plutôt éphémère, Risotto Nero aura choqué tout le monde avec son stand incroyable, son intelligence de combat et aux côtés de la squadra aura mis en avant tout le groupe de Bucciarati et l'antagoniste final de la 5e partie, nous offrant grâce à ses travaux l'une des aventures les plus appréciées des fans. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Le sujet était franchement intéressant et du coup je me disais que j'allais faire une vidéo là-dessus, d'autant plus sur JoJo parce que j'aime trop ce manga et je pense que c'est celui avec peut-être les meilleurs personnages secondaires. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler de l'œuvre d'Hirohiko Araki, donc si vous aimeriez d'autres vidéos dessus, ou même si vous avez des idées de sujets concernant JoJo ou non, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires et peut-être que j'en ferai une d'ici pas longtemps. En tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.